La matinale de Radio Classique avec Marc Bourreau. 7h15, les voix de l'économie. Stéphane Pedrazzi, votre invité, Ilian Moundib, ingénieur en stratégie de résilience climatique. Et auteur d'un ouvrage, S'adapter au changement climatique, fake or not. Bonjour Ilian Moundib. Bonjour Stéphane Pedrazzi. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. La réalité du changement climatique a de moins en moins contestée. L'année 2024 a confirmé une fois encore la multiplication des événements climatiques. La réalité s'impose, mais est-ce que les comportements en parallèle évoluent ? Alors, sur la question du changement climatique, il faut dire effectivement, comme vous l'avez souligné, que c'est un peu l'éléphant au milieu de la pièce, en même temps que toutes les conséquences de la polycrise écologique qu'on connaît. On peut adjoindre à ça, notamment l'effondrement de la biodiversité et la déplétion des ressources fossiles, qui fait qu'on aura moins accès à une énergie abondante. Et donc, en réalité, cette question du changement climatique, elle va provoquer deux types de conséquences. Une première type de conséquence, c'est ce qu'on appelle des rhinocéros gris. C'est un concept de l'économiste et politiste américaine Michael Zucker. C'est un risque en fait qui est très probable, qui est connu, mais qui est négligé. C'est par exemple les 3 nouvelles saisons qu'on va avoir en France avec le changement climatique. Le trop chaud en été, le trop d'eau en hiver-automne où en fait toute l'eau évaporée en plus va retomber, un peu comme on l'a vu à Valence, et le trop sec, c'est-à-dire plus chaud et donc des sols plus secs, et donc une accélération du cycle de l'eau. Et on a aussi des signes noirs sur l'économie mondiale. Ces signes noirs, c'est des risques, donc c'est le concept du mathématicien libano-américain Nassim Nicolas Taleb, qui sont en fait des événements rares et imprévisibles, une aberration en fait, dont rien dans le passé n'indique qu'ils pourraient se produire, mais qui sont rétrospectivement explicables et prévisibles. Et ça, c'est la question notamment des déplacés climatiques, c'est la question des risques sur les chaînes d'approvisionnement mondiales, du fait notamment des conséquences même de cette polycrise écologique. Et face au dérèglement climatique, les comportements ont du mal à changer. Je vous donne un chiffre, 8,7 milliards de tonnes. C'est la quantité de charbon qui a été consommé l'an dernier. Et la baisse n'est pas pour tout de suite. La demande devrait d'abord se stabiliser jusqu'en 2027. Franchement, on ne va pas dans la bonne direction. Non, on ne va pas dans la bonne direction, effectivement. Ce qui se produit, c'est qu'on a une poursuite, en fait, des dynamiques d'ébriété énergétique. Pourquoi on a cette dynamique ? Parce qu'on refuse fondamentalement d'aller changer le statu quo. Il y a 2 choses à faire pour traiter cette question du changement climatique. C'est d'un côté atténuer nos émissions de gaz à effet de serre pour rester sous les 2 degrés, parce que au-dessus des 2 degrés, en fait, on se retrouve dans une situation où on va jouer à la roulette russe sans connaître les probabilités de gagner, puisqu'on peut avoir les déclenchements des différents points de bascule climatique. Vous avez vu notamment qu'en 2023, on a connu, a priori, c'est encore à valider par la revue par les pairs, mais un effondrement des capacités de séquestration des puits de carbone terrestres et également des ralentissements importants, notamment sur la circulation thermohaline, qui font peser, en fait, l'entrée dans une ère d'incertitude structurelle et donc la possibilité même de s'adapter. Mais ce changement climatique, il a aussi une caractéristique, c'est qu'il est irréversible. C'est-à-dire que si demain matin on arrête d'émettre 1 gramme de CO2 dans l'atmosphère, on arrête le changement climatique, ce qui est une bonne nouvelle. Mais la mauvaise, c'est que on reste sur le climat d'aujourd'hui. Et donc, par exemple, le Haut Conseil pour le climat nous dit qu'en 2050, la moyenne sera l'équivalent de l'année 2022. Et vous vous rappelez qu'en 2022, on a eu en France des problèmes sur l'approvisionnement en eau potable et des vagues de chaleur très intenses. Et donc, en fait, il va falloir adapter nos villes, adapter notre ruralité, adapter nos territoires de montagne, d'outre-mer, nos forêts et nos littoraux également. On a l'impression que l'engagement global est en train de faiblir. Marc Bourreau en parlait à l'instant. Les banques américaines sont en train de quitter les unes après les autres la Net Zero Banking Alliance. C'est un groupe qui devait permettre de réduire les gaz à effet de serre. Là encore, on n'a pas vraiment le sentiment que les choses vont dans la bonne direction. Effectivement, moi je pense que dans cette question du changement climatique, il va falloir entamer un autre braquet et essayer de mettre en avant un concept qui est celui de Olivier Hamon qui s'appelle la robustesse. Il nous faut planifier cette robustesse, notamment avec... Mais pour ça, il faut une volonté politique. Effectivement, il faut une volonté politique, mais c'est quelque chose qui peut se construire aussi dans les échelles municipales, etc. Et c'est quelque chose de factuel et de rationnel. Le changement climatique, ça va être des villes invivables en termes de chaleur, ou en tout cas insupportables en été, plusieurs dizaines de jours par an. Ça va être aussi des événements type Valence qui vont augmenter en fréquence, il y en aura plus souvent, et en intensité, probablement plus grave. Et c'est aussi une agriculture qui va être saccagée par des sécheresses très importantes. Et donc, rationnellement, le fait de réduire les émissions de gaz à effet de serre, ça nous permet de nous prémunir d'une partie de ces conséquences, mais il faut aussi mener une adaptation globale en désimperméabilisant nos villes, donc en mettant des trames vertes et des trames bleues. Par exemple, la ville de Paris a un objectif de 40% de désimperméabilisation, ce qui permet de réduire ce qu'on appelle l'effet îlot de chaleur urbain et d'aller
aller vers un paradigme qui s'appelle la ville éponge, c'est-à-dire une ville capable d'absorber le trop d'eau. Dans quelques jours, Donald Trump sera de retour à la Maison-Blanche. On sait que la transition écologique n'est pas sa priorité. Est-ce que ça vous inquiète ? Bien entendu que c'est assez inquiétant, d'autant que dans les annonces de Donald Trump, il y a aussi énormément une espèce de nouvelle forme d'un impérialisme américain. Je ne sais pas si vous avez vu dans l'actualité les revendications qu'il a sur le canal de Panama. Or, le canal de Panama, c'est un canal qui a été au cœur des conséquences du changement climatique et de ces signes noirs qu'on commence à constater. En particulier, lors de la sécheresse en 2023-2024, le canal a connu une sécheresse très importante et ça a réduit d'à peu près 30% la quantité de navires qui a pu circuler, de 20% les marchandises. Et donc, par rapport à ces contraintes physiques, on va avoir une dynamique, une adaptation en cours. Pour moi, c'est ça la politique de Donald Trump en particulier. C'est-à-dire qu'on a une déplétion globale des ressources énergétiques et des conséquences du changement climatique. Et au lieu de répondre par un partage plus important des ressources, des biens communs, en réalité, des communs, on va s'accaparer une partie de ces ressources-là. C'est-à-dire que, grosso modo, là, la politique américaine sur cette question du canal de Panama, ça va être de mettre des tarifs douaniers très importants pour, en fait, diminuer, donner un favoritisme aux navires américains par rapport à ces éléments-là. Et donc ça, c'est une dynamique globale, c'est une dynamique d'accaparement, une dynamique de on va récupérer un maximum de ressources, parce que je pense que Trump et l'équipe et le Parti républicain américain sont bien conscients de la politique écologique, mais la jouent solo en réalité. L'Europe a de grandes ambitions pour lutter contre le réchauffement climatique, avec notamment le pacte vert. Pour autant, on a parfois l'impression que l'Union européenne est un peu seule sur ce terrain-là, alors que c'est un combat global. Alors, elle est effectivement un peu seule, mais aussi il y a une difficulté de s'adapter dans le statu quo. La part du libre marché, un peu dans toutes les organisations, est quelque chose qui ralentit effectivement la planification de la robustesse, parce qu'il faut vraiment une politique d'investissement très important. Effectivement, dans le New Deal, il y a des investissements, mais il faut que ces investissements ils soient d'autant plus importants et qui ciblent en fait une planification globale, qui soit articulée les uns avec les autres. Je continue par exemple sur les mesures à réaliser. Il va falloir qu'on transforme profondément notre agriculture autour d'un paradigme qui s'appelle celui de l'hydrologie régénérative. C'est-à-dire qu'en fait, on réhydrate nos sols en fait jouant sur leur topographie, c'est-à-dire qu'en fait, on va faire plein de petites retenues, de petites baissières pour qu'en fait, une fois qu'on a un trop d'eau qui tombe dessus, cette eau circule le plus lentement possible et réinfiltre profondément nos nappes. Et c'est ça fondamentalement qu'il faut comprendre, c'est qu'aussi il y a le changement climatique, mais il y a des dynamiques qui aggravent les effets du changement climatique. Une agriculture hyper productiviste où on utilise énormément de pesticides, énormément d'engrais, c'est une agriculture qui va détruire une partie de la biodiversité des sols, et c'est cette biodiversité des sols qui permet d'être résilient. Pour revenir sur le paradigme de la robustesse, aujourd'hui on est dans un paradigme d'une économie qui est efficace. On est hyper performant dans un cadre extrêmement réduit. On est hyper efficace. Mais c'est-à-dire que si, à un moment, on a un pet sur cette chaîne de valeur, on a un rouage qui se crante, eh bien, on se retrouve dans une situation où on perd tout d'un coup. Et donc, le paradigme auquel il faut aller, c'est un paradigme de robustesse sur lequel on est moins performant sur une année N, mais on est plus résilient sur le long terme. C'est-à-dire, quand une crise arrive, on perd pas 70% du chiffre d'affaires ou 70% de l'activité économique, comme ça a été le cas pour le Covid. En réalité. Merci beaucoup. Ilyan Moundib, auteur de S'adapter au changement climatique, Fake or Not. Vous êtes ingénieur en stratégie de résilience climatique. Merci à tous les deux. Bonne journée. Rendez-vous demain dès 6h, Stéphane, pour une nouvelle matinale. Le cap des 100 jours au ministère de l'Intérieur et un parcours quasi sans faute pour l'instant. Bruno Retailleau dans les coulisses de la politique de Marcelo Westphred dans 2 minutes. Avant cela, prenons une bonne résolution cette année. Maîtrisons la langue française avec perfection.